Bonjour les TS, donc dans cette petite vidéo, je vais essayer de faire ressortir les caractéristiques de la croûte continentale. Je vous encourage vivement à revoir les acquis de première S concernant la croûte océanique, pour comparer justement, c'est ça qui est intéressant. Alors on va commencer par une observation macroscopique, c'est-à-dire en utilisant simplement notre œil. Pas d'outils, pas de loupe, pas de microscope polarisant. Alors concernant la croûte continentale, on va voir qu'il y a une grande diversité de roches. On commence par des roches sédimentaires, comme par exemple la craie d'Étretat qu'on trouve au niveau de la Normandie. Donc les roches sédimentaires, on les reconnaît facilement, parce qu'elles se caractérisent par cet aspect de couches superposées de strates. Roches sédimentaires, ça vient de sédiments. Ces sédiments se sont déposés dans l'eau sous l'effet de la gravité, et après de multiples dépôts, se sont compactés et ont donné des roches sédimentaires. Si je me balade du côté des Pyrénées ou des Alpes, je vais trouver par exemple du gneiss, ou pourquoi pas des micaschistes. Ces roches, ce sont des roches métamorphiques. Métamorphique, ça vient de métamorphose, c'est-à-dire la transformation d'une roche à l'état solide, lorsque celle-ci va être placée dans des conditions différentes de celles ayant régné lors de sa formation. C'est par exemple l'augmentation de la pression et ou de la température. Alors souvent, on retrouve ces roches dans des zones aux limites des plaques tectoniques, c'est-à-dire là où il y a beaucoup de contraintes. Si je me balade au niveau du massif armoricain ou du massif central, je vais trouver surtout du granit. Le granit, c'est une roche magmatique plutonique, c'est-à-dire qui s'est formée à partir du refroidissement d'un magma en profondeur. Plutonique fait référence à Pluton, dieu des enfers, donc pensez les enfers dans les profondeurs de la Terre. Je peux trouver bien évidemment comme roches sédimentaires de l'argile, il y a une grande diversité de roches sédimentaires. Et enfin, je vais terminer par l'exemple des roches magmatiques volcaniques avec la chaîne des Puys au niveau du massif central. Alors, contrairement aux roches magmatiques plutoniques, ici, le magma n'a pas refroidi en profondeur, mais en surface. Donc si je résume, au niveau de la croûte continentale, je retrouve les trois grandes familles de roches, les roches sédimentaires qui se forment à partir de sédiments, les roches magmatiques qui se forment à partir du refroidissement du magma, et les roches métamorphiques qui se transforment à l'état solide sous l'effet d'une augmentation de la pression et ou de la température. Regardons une coupe maintenant de la croûte continentale. Ce qu'on remarque assez rapidement, c'est l'épaisseur importante de la croûte continentale. On est aux alentours de 30 à 35 km, sachant que le mot, c'est la discontinuité qui sépare la croûte du manteau. Autre chose, la variation de la profondeur du mot au niveau de la croûte continentale. 30-35 km, c'est une moyenne. Il faut bien comprendre qu'on peut atteindre parfois 10 à 15 km d'épaisseur seulement quand on est au niveau d'une marche passive. Tout comme on peut atteindre 70 km de profondeur lorsqu'on est au niveau d'une jeune chaîne de montagnes, comme par exemple l'Himalaya. Concernant sa composition maintenant, on va dire que grosso modo, la croûte continentale est formée à 10% de roches sédimentaires en surface, de granit à 45% de son volume, et ensuite de gneiss, là aussi à 45%. Quand vous comparez le granit au gneiss, vous pouvez remarquer qu'on a les mêmes couleurs. On a du blanc, on a du noir, on a du gris laiteux. Pourquoi ? Parce que ce sont les mêmes minéraux. En fait, ce qui change entre les deux, surtout, c'est la disposition des minéraux. Dans le granit, les minéraux sont disposés n'importe comment. Il n'y a pas une orientation privilégiée. Alors que dans le gneiss, on peut remarquer que les minéraux noirs sont alignés, puis les minéraux blancs, etc. On a un peu une sorte de millefeuille. D'accord ? Comment l'expliquer ? Tout simplement, le gneiss vient de la transformation d'un granit à l'état solide. Donc, si je regarde ma croûte continentale, elle est formée essentiellement de granit. Concernant l'observation du granit à l'œil nu, on peut remarquer qu'il y a des couleurs qui ressortent. On a les feldspaths plagioclastes qui ont une coloration dans les blancs laiteux. On a les feldspaths alcalins qui sont roses. Le quartz avec un aspect gros sel. Les micas blancs, la muscovite avec un aspect pailleté. Et tout comme les micas noirs, noirs brillants. Donc ici, déjà à l'œil nu, on peut remarquer que tous les minéraux sont visibles. C'est quelque chose qui est caractéristique de la structure grenue. Grenue vient de grain visible à l'œil nu. Alors regardons maintenant le granit au microscope polarisant. Donc en LPNA, lumière polarisée non analysée, on peut remarquer que certains minéraux sont naturellement colorés, dans les marrons ou dans les verdâtres. Ce sont les micas noirs. Par ailleurs, on peut remarquer que certains minéraux sont très peu abîmés. Au contraire, d'autres ont un aspect poussiéreux. Si je passe en LPA, lumière polarisée analysée,
je remarque que les minéraux à l'aspect poussiéreux, ce sont les feldspaths. Ils sont tendres, donc ils sont très vite altérables. Donc vous avez des feldspaths plagioclases, également des feldspaths orthoses. Au contraire, les minéraux qui présentent un aspect très peu abîmé correspondent au quartz, donc ils sont soit noirs, soit blancs, soit gris. Donc si je résume, la composition du granit tourne autour de 3 types de minéraux. Vous avez les micas noirs, colorés en LPLA et en LPA, les micas blancs, incolores en LPLA et colorés en LPA, les feldspaths, tels que les feldspaths plagioclases, bien caractéristiques avec leur aspect maclé, noir-blanc, un aspect zébré, les feldspaths de type orthose, et enfin, le quartz. Concernant la composition chimique de la croûte continentale, Wegener l'appelait le cyane. Pourquoi? Tout simplement, rappelez-vous, une roche est formée de minéraux, comme le quartz par exemple. Un minéral est formé de cristaux. Et ces cristaux ont un motif élémentaire qu'on appelle le tétraèdre de silicium. Au milieu, on trouve initialement de la silice. Le silicium, excusez-moi. Ce silicium peut être remplacé, substitué par un autre atome, comme par exemple le calcium, le sodium, le potassium. En fonction du nombre de substitutions, on va avoir un enrichissement en tel ou tel élément chimique. Si je regarde justement le granit, caractéristique de la croûte continentale, je peux remarquer qu'il est très très riche en quartz. Et résultat, on a une grande richesse en silice. En silicium. On a également une grande richesse en aluminium. Ça vient de là. Si pour silicium, Al pour aluminium. Au niveau du fer, on a quelque chose de bien moins riche que la croûte océanique, ce qui explique sa relative faible densité de 2,7 contre 2,9 pour la croûte océanique.